Notre, notre premier webinaire s'intitule Ciel Canada exposé en 2024. Alors, permettez-moi de me présenter, Sylvie Cloutier, je suis la présidente directrice générale du CETAC et aujourd'hui, je suis accompagnée de Tony Mélis, qui est le directeur général d'Expo Canada France. Bienvenue, Tony, je pense que c'est la première fois qu'on te reçoit en webinaire au CETAC. Et Ruben Usan de Trade Show Experts. Alors, messieurs, c'est un plaisir de vous avoir avec nous ce midi. Comme à l'habitude, il y aura une période de questions à la fin de la présentation, mais je vous invite quand même à poser vos questions aux conférenciers au fur et à mesure sous l'onglet questions et réponses au bas de votre écran. Alors, le webinaire sera enregistré et disponible en différé pour ceux qui n'auront pas l'opportunité de suivre le webinaire au complet aujourd'hui. Et la présentation en PDF vous sera aussi partagée après le webinaire. Alors, sur ce, messieurs, merci d'être là et à vous la parole. Merci beaucoup, Sylvie, et merci à tous les participants d'être venus en si grand nombre. Moi, je suis Tony Mélis, directeur général de Ciel Canada. Comme vous le savez, l'organisation d'un des plus grands salons agroalimentaires au Canada demande énormément de planification et d'expertise. Et non seulement on a une équipe très performante à l'interne, mais on travaille aussi avec des consultants et des fournisseurs qui planifient 12 mois par année pour assurer le succès de Ciel Canada. Le but ultime, c'est d'avoir plus que 1000 exposants heureux et performants. Ça, c'est l'objectif, et ça donne que du bonheur. Aujourd'hui, la matière qu'on va couvrir, c'est les meilleures pratiques pour exposer à n'importe quel salon. Dans un deuxième webinaire, le 6 février, nous allons examiner en détail comment maximiser vos chances de réussite sur Ciel 24 à Montréal en mois de mai. Avant de présenter Ruben, permettez-moi de vous donner un peu de contexte. Comme organisateur et promoteur d'un salon, on avait compris que les exposants ont principalement 3 raisons d'être sur Ciel Canada. C'est de faire des affaires et c'est de connaître le marché et de faire du réseautage. Alors, nous planifions le Ciel autour de 3 axes. Le Ciel Canada doit faciliter des affaires. On doit accompagner les exposants et on doit faciliter les créations des connexions. Et pour arriver, mettons en œuvre une variété de stratégies et d'activités sur notre salon. Et après 12 mois de planification et d'organisation, nous avons mis la table. Maintenant, avant de présenter le Ruben, j'aimerais vous donner un exemple concret auquel les organisateurs de salons font face chaque année. Imaginez-vous, il y a 2 entreprises côte à côte au milieu de notre salon et qui proposent à peu près la même solution, le même produit. Et après le salon, je reçois un appel d'un de ces exposants pour renouveler son stand l'année prochaine. C'est le meilleur salon de sa vie, plein de contrats, belle expérience, c'était super. L'autre exposant m'appelle pour demander un remboursement. C'était la pire expérience de sa vie. Pas de trafic, c'était une perte totale. Alors, Ruben est là pour expliquer un peu ce phénomène et pour vous montrer comment vous pouvez réussir une exposition by design. Alors, Ruben, je te laisse la parole. Merci Tony, merci Sylvie. Alors on va passer un petit moment ensemble, on va justement aborder ces questions-là. Je voudrais vous montrer, pour reprendre ce que vient de nous présenter Tony, je vais juste vous montrer une photo prise sur un salon il y a quelque temps maintenant. Vous avez 2 exposants, vous en avez un à gauche qui, comme vous le voyez, a du monde sur son stand, et puis un à droite juste en face, on est dans la même allée, on est au même endroit, on est au même salon, qui est
complètement vide. Pour avoir fait ce salon-là avec notre client justement qui était à gauche, on a vu toute la journée comment l'exposant d'en face, qui était pourtant au même endroit, a fait des erreurs et a eu une posture pendant la journée qui a fait que finalement, il n'a pas eu de visiteurs, il n'a pas eu de visite. Et comme vient de le dire Tony, va venir se plaindre en disant « Ah oui, c'est l'organisateur, le salon n'était pas bon, etc., etc. » Et vous avez juste en face quelqu'un qui, lui, non seulement est rentré content, mais est rentré avec un retour sur investissement important et va re-signer l'année d'après. Toute l'idée du temps qu'on va passer ensemble, c'est de vous donner des astuces, de vous donner des techniques, de vous donner des stratégies pour être dans la catégorie de l'exposant de gauche et pas dans la catégorie de l'exposant de droite. Alors, je me présente rapidement. Mon métier, c'est de conseiller, de former et d'accompagner les exposants sur les salons. Donc là, vous allez me voir. Alors, en photo, on a fait les screenshots parce qu'on avait peur que la vidéo ne puisse pas passer, que la bande passante ne soit pas suffisante. Là, vous me voyez sur un salon à Montréal en train d'engager des conversations avec des visiteurs pour le compte du coup de mon client qui est derrière. Et quand le visiteur se trouve être le bon, de transférer la conversation aux commerciaux pour le coup, ce qui fait ils ont du trafic toute la journée et qu'ils vont être occupés toute la journée à nouer ces conversations. Alors, vous me voyez me décaler, nouer la conversation avec quelqu'un nouveau. Pour le coup, ne qualifiez pas. Au revoir. Et on continue, on attend le prochain. Et on fait ça effectivement toute la journée. On qualifie, on vérifie et on transfère aux bons commerciaux. Et donc, ça, c'est mon métier tout au long de l'année. Donc, je vais vous montrer les trucs et astuces qu'on utilise et qu'on fait utiliser aux exposants pour justement avoir des salons qui soient rentables et les voir satisfaits chaque fois qu'ils vont sur des salons. Alors, j'ai une petite question pour vous, pour commencer, mais avant, je vais vous donner le planning de la journée. Donc, qui je suis, on l'a vu rapidement. On va regarder ensemble pourquoi se préparer à un salon. On va regarder quoi préparer, quand et qui est impliqué dans votre équipe. On va regarder des pièges à éviter. Et ensuite, on terminera par une session de questions et réponses, si vous avez des questions. Alors, j'avais une première question pour vous. Lily, si tu peux envoyer la première question. Alors, qui sait faire du vélo parmi vous? Question simple. Je pense qu'on peut clôturer du coup, Lily probablement. Hop. OK, donc à 98% d'entre vous, j'ai 48 réponses à faire du vélo. Effectivement. Attendez, hop. La majorité d'entre vous, c'est faire du vélo. Maintenant, si je vous pose la question de savoir combien d'entre vous sont capables, parmi ceux qui savent faire du vélo, d'aller demain au Tour de France. Là, Lily, si tu veux envoyer la deuxième question. OK, je pense qu'on peut fermer. OK. Alors, vous voyez, on avait 98% de gens qui nous disaient que faire du vélo, effectivement, ils savaient faire du vélo. Mais quand il faut aller sur le Tour de France, il y a plus de gens devant leur télé que sur leur vélo. Alors, pourquoi je vous pose cette question? C'est qu'en fait, quelle est la différence entre entre faire du vélo, attendez, entre faire du vélo de cette façon-là et faire du vélo de cette façon-là? Alors, la différence, c'est que vous avez des compétiteurs, mais la principale
l'élément central, c'est le temps. Dans un premier, il n'y a pas de chronomètre. Dans le deuxième, il y a un chronomètre. On va voir que quand vous vendez en situation normale, dans le confort de votre bureau, vous avez a priori le temps, sauf si vous faites du phoning, mais vous avez le temps de développer une relation, le temps de creuser, le temps de répondre aux questions que peut vous poser votre prospect. Quand vous êtes dans un environnement comme celui-ci, le temps est compté. Et vous voyez que l'environnement n'est pas du tout le même et qu'il va falloir aller beaucoup plus vite que sur cet environnement-là. Il va falloir aller beaucoup plus vite sur un salon et donc il va falloir être beaucoup plus efficace que ce que vous faites d'habitude. Je reprends ma métaphore du vélo. Si vous allez faire du vélo pour vous balader, pour aller faire quelques courses, un vélo comme ça suffit. Mais si vous partez au Tour de France, un vélo comme celui-ci ne suffira pas. Il va vous falloir affûter vos outils. Et donc, on va voir comment affûter son marketing et sa vente et sa façon de vendre pour l'adapter à un salon qui, un salon, est finalement une grande compétition. Je reprends ma photo. Si vous regardez entre vendre dans ces conditions-là et vendre dans ces conditions-là, on voit bien que l'atmosphère n'est pas la même et que la tension n'est pas la même, que la compétition est partout autour de soi. Alors, qu'est-ce qu'on va affûter? C'est ce qu'on va regarder ensemble. Avant ça, j'ai une autre question pour vous. Lily, si tu peux envoyer la troisième question. La troisième question est votre meilleure journée de développement commercial, votre développement d'affaires, hors salon. Combien est-ce que vous avez eu de rendez-vous avec des prospects qui étaient prometteurs? On vous a dit, OK, c'est bon, là, on va signer. Votre meilleure journée, souvenez-vous de votre meilleure journée commerciale, vous êtes rentré, vous êtes dit, waouh, ça, c'était une super journée. Combien vous avez fait de ces rendez-vous-là où vous êtes dit, je suis certain que ça va signer? On va clôturer le vote, Lily. Merci. Alors, les résultats, bon. En majorité, vous en avez eu 3 à 27%. Et effectivement, le mieux qu'on puisse faire dans ces conditions-là, c'est 3 rendez-vous clients où on pense que ça va signer. Au-delà de 3, vous êtes vraiment un super champion, mais imaginez de placer un rendez-vous le matin, un rendez-vous pour midi, un rendez-vous dans l'après-midi, et les 3 vont vous dire, allez, on est quasiment sûr que ça va signer. Eh bien, dites-vous bien que sur un salon, ce n'est pas 3 rendez-vous par jour que vous allez avoir, c'est 5. Mais pas 5 par jour, 5 par heure. Un salon, et on va revenir un peu plus en détail pourquoi, devrait être d'avoir 5 conversations qualifiées avec des prospects qualifiés par heure et par commercial sur votre stand. Alors, qu'est-ce que ça donne si on compare un salon à un développement commercial hors salon dans les bonnes journées? Dans les bonnes journées, en 3 jours, vous aurez fait 3 super journées, vous aurez eu 9 rendez-vous. Sur un salon, en 3 jours, l'équivalent, c'est 90 rendez-vous. Et vous voyez qu'il faut faire attention à ne pas avoir une indigestion là-dessus et qu'il faut avoir l'estomac solide pour encaisser ce volume-là. De la même façon, ça ne transforme pas forcément sur le salon, mais ça va transformer après. Les statistiques nous donnent que si vous faites du développement en passant par de l'appel à froid, par du cold calling, il va falloir en moyenne 4 à 5 contacts après un premier appel pour signer avec un client. Sur un salon, il faut 1 à 2 contacts après le salon pour signer. Donc non seulement en termes de quantité, vous allez avoir beaucoup plus de possibilités, mais aussi en termes de rapidité de signature, le salon va être un accélérateur de business. Maintenant, pour ça, il faut se fixer de bons objectifs. On vient d'en voir un, mais on va approfondir un peu plus, parce que si vous ne vous fixez pas les bons objectifs, finalement, vous allez rester dans une zone de confort. Il n'y a pas trop de pression. On n'a pas d'objectif fixé, on y va, on a la performance qu'on a. Si vous fixez les objectifs qui vont être trop importants,
À l'inverse, vous risquez de rentrer dans une zone de panique où là, il y a trop de pression exercée sur l'équipe et ça va mal se passer. Il va falloir trouver un juste milieu là-dessus pour être dans votre zone d'efficacité optimale et d'avoir le juste niveau de pression, le juste niveau d'objectif pour être performant dans cette situation-là. Alors, on va regarder, je vous ai dit qu'on allait regarder en détail. On va prendre un exemple d'un salon fictif où on va se poser la question de savoir justement quel objectif on pourrait se fixer. Le premier élément qu'on va mesurer, c'est déjà on va regarder combien est-ce qu'il y a de visiteurs potentiels. Alors, on va se référer aux années d'avant, sachant qu'on a eu quelques années où ça a été un peu compliqué sur les salons, mais les chiffres sont en train de revenir au niveau pré-Covid. Donc, pour l'exemple, on va prendre, allez, 4500 visiteurs, petit salon, 4500 visiteurs. On va se poser la question, sur ce salon, on va analyser le visitorat. Alors, c'est assez simple, hein, vous pouvez le demander à l'organisateur du salon, la ventilation des visiteurs, qui sont les visiteurs qui sont venus les années d'avant, il va vous donner des pourcentages et vous allez estimer combien de ces visiteurs-là, en pourcentage, sont ce qu'on appelle des CPR, des clients potentiels réels, sont en fait votre cible. Alors, pour l'exemple, on va dire que 20% des gens qui rentrent dans le salon vont être potentiellement votre cible. Ça veut dire que sur ces 4500 visiteurs, il y en a en réalité 900 qui vous intéressent. On va ajouter à ça le nombre d'heures pendant lesquelles votre équipe est disponible pour justement l'accueil de ces visiteurs-là. Donc ça, c'est encore c'est à vous de l'estimer en sachant qu'il y a peut-être des heures de déjeuner, des heures où les équipes ne sont pas présentes, etc. Et donc, une fois que vous allez calculer sur la durée du salon combien d'heures vous êtes effectivement présent et disponible, vous l'ajoutez. Ça va vous donner un potentiel, ce qu'on peut appeler aussi de la bande passante, c'est-à-dire que si on divise 900 par 14, on va se retrouver avec, en moyenne, c'est un estimatif, 65 visiteurs qui sont des clients potentiels réels qui vont passer devant votre stand. Alors, il faudra rajouter quelques autres éléments qu'on calcule, à savoir où est-ce que vous êtes positionné dans le hall d'exposition, s'il y a plusieurs halls d'exposition, etc. Mais pour les besoins de la démonstration, on simplifie. Votre potentiel, il est de 65 clients potentiels réels à l'heure. Vous avez une équipe de 2 personnes. Et vous vous rappelez qu'on s'était dit qu'on devait fixer par personne 5 conversations qualifiées et qualifiantes, 5 conversations avec un client potentiel réel par heure. Ça veut dire que vous êtes en capacité d'avoir avec cette équipe-là 10 conversations par heure et vous visez et vous savez que vont passer 65 clients potentiels réels devant votre stand par heure. Attention, quand vous allez arrêter ces 10 personnes, seulement 20% vont être votre cible. Ce qui veut dire que vous devriez avoir finalement sur ces 10 conversations, 2 sur lesquelles vous allez vous dire « Ok, ça va potentiellement signer ». Je vais vous parler d'affûter vos outils en affûtant votre marketing, en ayant un marketing qui soit accrocheur, qui explique le bénéfice, qui explique pourquoi la personne devrait s'arrêter sur votre stand. Vous allez avoir un effet boost. Vous allez finalement attirer non plus ces 20%-là, mais vous allez attirer plus de visiteurs qui sont votre cible parce que votre marketing leur a parlé, qu'avec un marketing banal où finalement vous aurez l'ensemble de l'allée qui viendra vous parler ou à qui vous allez vous adresser. Avec cet effet-là, au lieu d'avoir 2 conversations avec des clients potentiels réels, vous allez en avoir 4. Et donc, si on fait un total de ces 4 conversations sur les 65 potentiels que vous avez, vous remarquez que finalement, vous avez touché là que 6% de votre cible de la façon dont on est organisé traditionnellement. Vous voyez qu'il y a un potentiel énorme entre ces 6% que vous allez toucher dans cet exemple-là et les 65 à l'heure, c'est-à-dire les 900 personnes que vous seriez en capacité de toucher, que vous voudriez toucher sur ce salon-là. Chacun d'entre nous, en tant qu'exposant, on a un potentiel sur les salons qui est beaucoup plus grand que la capacité, que la bande passante
que le potentiel de notre équipe, que la capacité de notre équipe à aller accueillir ce monde-là. Et donc, il y a toujours des marges de progrès. L'idée, là, c'est qu'on va regarder ensemble comment est-ce qu'on peut passer de ces 6%-là à 10, 20, 30, peut-être 40% en fonction de la façon dont vous allez travailler et préparer votre salon. Alors, je vais vous montrer là ce même exemple-là d'interaction avec les visiteurs. Là, si vous comptez, on est sur un salon à Bruxelles pour le coup, vous allez compter le nombre de personnes qui sont devant le stand. Si je les compte rapidement, je les ai comptés avant, il y en a 10 qui sont là en potentiel devant le stand de ces exposants en bas à gauche. Et donc, je vais vous défiler. Alors, normalement, c'est une vidéo, mais vous les voyez passer et finalement, ils vont réussir à en arrêter. Voilà. 3 avec lesquels ils vont engager des conversations. Et pendant ce temps-là, vous défilez d'autres clients potentiels derrière. Et donc, vous voyez que vous ne serez en capacité que de capter qu'une partie du flux. Pour ça que quand moi, j'entends des exposants qui viennent se plaindre en disant « Ah oui, mais on n'a pas eu les bonnes personnes. Ah oui, mais… et que je regarde le comportement qu'elles ont eu sur le salon, je me dis, c'est pas de la faute du promoteur, c'est pas de la faute de l'organisateur, c'est de la faute de l'exposant lui-même. Mais c'est toujours plus facile de jeter la pierre sur quelqu'un d'autre que de regarder son propre manque de performance et de se poser les bonnes questions. Donc nous, on va se poser toutes ces questions-là aujourd'hui et on va faire en sorte que vous ayez de super salons à l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'on doit préparer, quand et qui impliquer dans l'équipe? La première des choses que vous pouvez préparer, c'est que dans votre chapelet d'outils que vous avez pour votre développement commercial, vous allez avoir des outils comme la publicité, vous allez pouvoir faire de la publicité, des médias sociaux, les réseaux sociaux, vous allez pouvoir envoyer des infolettres, vous allez faire des campagnes de courriel. Tout ça, ce sont des outils pour votre marketing, ce que moi j'appelle de l'avant-vente. Vous avez aussi dans votre boîte à outils tout un tas d'autres outils. Vous pouvez faire des appels téléphoniques, vous pouvez présenter vos produits ou vos services, vous pouvez faire des démonstrations, vous pouvez organiser peut-être des visites d'usines ou des visites de lieux de fabrication, vous pouvez faire à nouveau tester des produits, faire des audits de vos clients, faire des propositions commerciales évidemment, in fine pour arriver à faire vos ventes. Tout ça, ça va être les outils qui sont entre les mains de votre service commercial. Et un salon, ça se trouve à la jonction entre le marketing et la vente. C'est-à-dire que les équipes qui vont travailler ensemble, il faut impérativement que ce soit vos équipes marketing et vos équipes de vente, vos équipes commerciales qui travaillent de concert, qui travaillent ensemble pour cet événement. Et on va voir quand le préparer. Souvent, moi, ce que j'observe, c'est qu'on a le marketing qui réserve le stand, qui s'occupe du design, qui s'occupe des bannières, de la promotion, etc. Et puis l'équipe de vente qui arrive, qui n'est pas forcément au courant de ce qu'a préparé le marketing, qui ne sait pas trop ce qu'il faut faire, qui n'a pas d'objectif non plus, parce que si c'est le marketing qui a organisé, le marketing ne va pas donner d'objectif à l'équipe commerciale, risque d'avoir des tensions dans l'entreprise. Et donc, on voit bien qu'il faut impérativement que vous ayez un chef d'orchestre, quelqu'un qui va organiser cette sortie commerciale, cette sortie de l'entreprise, en sachant qu'une sortie sur un salon, votre stand sur un salon, ça n'est pas l'extension de votre bureau, c'est l'équivalent d'un magasin. Et donc, des comportements qu'on a souvent au bureau, il va falloir les proscrire sur un salon parce qu'on n'est pas dans le même contexte. Et on va regarder ça dans quelques instants. Avant ça, j'en reviens sur mon histoire du marketing et du service commercial, et du service marketing et service commercial qui vont collaborer ensemble pour le salon. On va regarder quand est-ce qu'il faut qu'ils travaillent ensemble. Et bien entendu, de mettre tous ces éléments-là, tous ces outils en place au service du salon. Vous pourriez toujours envoyer une infolettre dans laquelle vous mentionnez votre présence au salon. Sur vos réseaux sociaux, vous mentionnez le fait que vous allez être présent au salon. Vos publicités vont peut-être être orientées ou aider à amener vers le salon. Vos campagnes d'emailing, vos campagnes, vos courriels vont aussi inviter à venir se rendre sur le salon. Pareil, tout ce qui va se passer après le salon avec l'équipe de vente, vos campagnes d'appel téléphonique, les présentations, les démos, les visites, etc. Tout ça, c'est aussi lié
au salon, ça en découle. Alors, quand il y a ce qu'on appelle l'effet Doppler en événementiel, c'est l'effet Doppler, c'est la sirène de l'ambulance ou la sirène de la police que vous entendez arriver au loin. Vous entendez, excusez-moi, j'ai celle européenne en tête, donc et ça passe. Un événement, c'est la même chose. Vous avez une montée en puissance, vous avez une montée en cadence avant un événement, un fameux save the date. Vous préparez, faites monter la pression, vous faites monter la mayonnaise, on dirait, jusqu'à l'événement. Et une fois que l'événement est passé, le salon ne s'arrête pas au moment où les portes se ferment. Le salon, il continue après le salon, après l'événement. Toutes les relances que vous allez devoir faire, tous les contacts que vous avez noués au salon, il va falloir les transformer après. Et donc, on va regarder dans ce avant, pendant et après. Le marketing a le lead à la direction très en amont, et au fur et à mesure, il va transférer le bâton, il va passer le relais à la vente, qui va être l'équipe qui va effectuer le salon sur place et qui va continuer après le salon avec les leads qui auront été qualifiés. Alors, quelques éléments de repère pour vous là-dessus. Vous avez une ligne du temps qui est en dessous. Dans l'idéal, et je sais que Tony sera d'accord avec moi, dans l'idéal, il faudrait réserver vos salons, allez, 9 mois avant d'y aller. C'est un peu comme un accouchement, il va falloir 9 mois pour accoucher de votre stratégie marketing et vente. Alors je sais que Tony va rire en me disant j'aimerais bien qu'il réserve 9 mois à l'avance, et je ne vous cache pas que moi aussi j'aimerais bien pouvoir travailler très en amont avec les exposants plutôt qu'ils m'appellent une semaine avant un salon pour me dire est-ce que vous êtes disponible pour entraîner les équipes pour dans 3 jours. Ah, ben ça va être compliqué, s'il faut revoir des éléments de marketing et de vente qui n'ont pas été préparés, c'est trop tard. Donc dans l'idéal, 9 mois à l'avance, réservez votre emplacement. 6 mois avant, créez votre stand, faites designer votre stand. 3 mois avant, vous allez commencer les campagnes marketing pour commencer à préparer les esprits au fait qu'il va y avoir un événement majeur de votre développement commercial et peut-être de l'industrie qui va avoir lieu, comme le CIAL, comme le CETAC, qui vont avoir lieu dans 3 mois. Faites un rappel, une piqûre de rappel 1 mois avant. Réinvitez vos clients, réinvitez vos leads VIP. Une semaine avant, faites encore un rappel. La veille, rappelez-leur, il y en a qui oublient. C'est un peu comme si vous prépariez un mariage, entre guillemets, une grande rencontre. Ben, vous ne préparez pas votre mariage la semaine d'avant et vous n'envoyez pas vos invitations la semaine d'avant. Donc tout ça, ça se prépare en amont. Pareil, tout le marketing, tout le matériel marketing, pardon, qu'il va falloir préparer à l'avance. Si vous avez des animations sur le stand, si vous avez des démonstrations produits spécifiques, si vous avez des échantillons, si vous avez le lancement d'un nouveau produit, coordonnez-le avec votre présence sur le salon. Le fait de faire un lancement de produit sur un salon, c'est une très bonne idée et une très, très bonne pratique. Vous amenez de la nouveauté. Or, quand on est visiteur sur un salon, on vient chercher cette nouveauté-là. On vient savoir qu'est-ce qui se passe, quels sont les courants dans l'industrie. Si vous êtes là avec un nouveau produit, une nouvelle tendance, ça va être vous le chouchou des visiteurs. C'est vous qui allez donner le ton sur ce salon-là. Donc, pensez-y dans votre développement produit, discutez-en avec votre équipe marketing. Puis pendant, mais évidemment, la vente va s'activer, l'équipe commerciale va s'activer pendant, et puis après le salon. Alors, c'est à titre indicatif, 2-3 jours avant un salon. Après, c'est à vous de doser s'il faut répondre dès le lendemain du salon. Mais laissez toujours un petit temps de respiration à vos visiteurs parce que eux aussi vont être épuisés après le salon. Eux aussi, il faut peut-être qu'ils voyagent, qu'ils reprennent l'avion, qu'ils repartent d'où ils viennent. Il peut se passer 24-48 heures avant qu'ils reprennent leurs esprits peut-être, avant le temps qu'ils soufflent et qu'ils se remettent en tête, qu'ils reviennent au bureau et qu'ils reprennent le cours d'une vie normale, j'allais dire, après un événement comme un salon. Et puis, dans l'espace de 15 jours après un salon, vous devriez avoir déjà la possibilité de vous dire, OK, tous ces leads qui étaient chauds, qui étaient très chauds pendant le salon, finalement, certains se sont refroidis, d'autres sont devenus plutôt tièdes. Vous devriez avoir 15 jours après un salon la capacité à faire un point avec votre équipe marketing et commerciale et dire, voilà le nombre de contacts qu'on a eu, voilà le nombre de clients potentiels qui étaient parmi ces contacts-là, voilà ce qu'il en est à peu près 15 jours après. Donc,
on peut commencer à déterminer des tendances des fruits que vont porter ce salon déjà 15 jours après. Et puis, vous allez continuer votre développement qui va vous amener quelques semaines, quelques mois peut-être avant, ça dépendra de votre cycle de vente, mais qui vont vous permettre, au moment où vous décidez à retourner sur un salon, de savoir pourquoi vous y retournez. Parce que vous y avez gagné quelque chose, alors vous signez à nouveau. On va prendre maintenant, allez, 10 minutes, peut-être un peu moins, ça dépendra de vous, pour faire un travail individuel parce que je voudrais que vous utilisiez cette heure-là, qu'on passe ensemble, pas simplement à m'écouter parler derrière mon écran et derrière vos écrans, mais à commencer à affûter vos couteaux pour vos prochains salons, pour vos prochains événements. La première des choses que je vais vous proposer de faire, c'est de fixer vos objectifs. Quels sont vos objectifs sur le prochain salon sur lequel vous allez aller? Qu'est-ce qui est impératif de faire? Quel est votre objectif le plus important? Est-ce que c'est de rencontrer de nouveaux prospects? Est-ce que c'est de rencontrer des prospects que vous cherchez à joindre depuis un moment et puis vous leur donnez rendez-vous au salon? Est-ce que c'est d'entretenir les liens avec vos clients? Qu'est-ce qui serait important de faire? Peut-être rencontrer des journalistes, peut-être d'avoir voilà, de la couverture presse. Qu'est-ce qui serait sinon intéressant d'avoir? Oui, ok. Peut-être de recruter du personnel. Peut-être que vous êtes en phase de croissance et puis boum, va tomber quelqu'un qui cherche du travail ou qui est en poste ailleurs, de le débaucher. Et puis, quand vous aurez fixé vos objectifs, je vais vous donner quelques exemples sur la droite, de vous poser la question de vos cibles. Quelle est la cible en or? Quelle est la cible qu'il faut absolument que vous rencontriez? Sur la vidéo que je vous ai, enfin sur les extraits de vidéo que je vous ai montré au début, la dernière personne que j'ai arrêtée, c'était dans le travail qu'on avait fait ensemble avec cette entreprise au Canada, c'était de déterminer quel était le client en or qu'il voulait trouver. Et quand j'ai vu le badge passer, c'est pour ça que vous m'avez vu me retirer très rapidement et transférer aux commerciaux par la suite, c'est que pour le coup, c'était bingo, j'étais tombé sur la bonne personne. Sur en tout cas le ballon en or de la journée. Donc posez-vous la question, quels sont les clients qu'on veut absolument rencontrer? Quel est le profil qu'on veut absolument rencontrer? Quel est le profil d'argent, le profil de bronze? Je vous donne quelques exemples à côté. Essayez d'être le plus précis possible. Des exemples d'objectifs, avoir 3 articles publiés, faire 100 ventes, recruter 15 ingénieurs, trouver 6 fournisseurs. Parmi les cibles, ça peut être la presse, excusez, il manque un E, la presse, les médias, des influenceurs, des clients existants, des leads VIP, c'est-à-dire des leads que vous cherchez à avoir toute l'année, que vous avez du mal à rencontrer. Ça peut être aussi des nouveaux leads, vous ne connaissez pas, des fournisseurs, rencontrer la R&D. Soyez aussi précis que possible. Je vous laisse quelques instants pour poser ça sur le papier, sur votre écran, de façon à ce que quand vous repartiez dans une demi-heure, vous ayez déjà ça qui soit prêt pour aller en discuter avec votre équipe. Je mets mon chronomètre pour 40. Ruben, tu me donnes le goût de participer au CIAL comme Ah, exposant. bah écoute. Il y a là encore de la place pour réserver une stand. Ah bah écoute, s'il y a encore de la place, il faut y aller alors. Tout à fait. Et c'est essentiel que vous transmettiez ces éléments-là à l'ensemble de votre équipe pour qu'ils sachent pourquoi ils sont là et ce qu'ils cherchent. Trouver, ça peut s'apparenter de l'extérieur, un salon, à chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais en réalité, quand vous savez à quoi ressemble, il faut déjà savoir à quoi ressemble une aiguille
pour la trouver dans la botte de foin. Et vous verrez que ce n'est pas forcément une botte de foin, c'est souvent une botte d'aiguille que vous avez sur un salon. Et il faut encore savoir quel type d'aiguille vous cherchez. Je ne me souviens pas s'il y a un film de Disney qui l'aiguille en or, dont il ne devait pas y avoir. Il y a boucles d'or, mais il n'y avait pas aiguille en or. Allez, encore 2 minutes. Posez-vous la question de savoir qu'est-ce qui a lieu dans votre entreprise en ce moment. Quel est le moment où vous avez votre salon? Qu'est-ce qui se passe dans votre environnement professionnel? Est-ce que vous êtes en phase de recrutement? Auquel cas, incluez les ressources humaines dans la préparation du salon pour leur dire, bah, écoutez, on part sur un salon, on va peut-être rencontrer des candidats potentiels. Peut-être de demander à la direction des ressources humaines de vous envoyer du personnel de se déplacer, de venir avec vous pour s'occuper justement de cette partie-là du recrutement. Peut-être que vous êtes en préparation d'un nouveau produit, d'amener avec vous des gens de la R&D qui, pour le coup, au lieu d'être sur le stand, vont plutôt aller se balader dans les allées pour aller récupérer de l'information. C'est une mine d'or, un salon. C'est une mine d'or en termes d'information et de contact dans un secteur donné. Et donc, vous allez avoir dans le même lieu, au même moment, l'ensemble d'une industrie qui se réunit et vous allez pouvoir faire votre marché, faire vos courses là-dedans en fonction de vos objectifs. Et donc, pensez à bien inclure les autres départements, vos collègues qui pourraient avoir un intérêt à être présents sur ce salon et à se joindre à vous sur ce salon. Pareil, si votre but est de rencontrer la presse, peut-être de préparer, on va regarder ça juste après, en amont, vos communiqués de presse, si vous voulez faire des ventes, de préparer vos carnets de commandes, parce que ce serait bête de vous retrouver sur un salon en se disant oui, on sait que ça signera probablement après, mais si vous en aviez un qui était décidé, et on va en parler après, à signer tout de suite, où sont vos carnets de commandes? Alors, je vous propose qu'on passe à la petite séquence de travail d'après, où là, je vais vous proposer non plus de travailler sur vos objectifs et vos cibles, mais de réfléchir à ce que ça implique en termes de marketing et en termes de vente avant, pendant et après un salon. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Avant, comment vous allez modifier, travailler votre publicité quelques mois, peut-être quelques semaines avant un salon? Qu'est-ce que vous allez faire sur vos réseaux sociaux avant un salon? Simplement annoncer, venez nous voir sur le stand A85, c'est bien, mais vous pouvez faire beaucoup mieux. Peut-être que d'inviter à venir récupérer quelque chose sur le stand, un jeu concours, un jeu promotionnel, quelque chose à gagner, de vous lier aussi avec l'organisateur du salon qui lui aussi cherche du contenu à diffuser. Peut-être que ce contenu-là pourrait être vous. Et du coup, vous récupérez une partie de l'audience. Si vous allez sur les réseaux sociaux du CIAL ou du CETAC aujourd'hui, vous allez voir que leur audience est peut-être plus grande que celle de votre entreprise. Et donc, autant peut-être en bénéficier en discutant avec eux. Ça se prépare avant. Vos relations presse, que je vous disais, pareil, d'anticiper avant vos communiqués de presse, de les avoir préparés, vos newsletters, vos infolettres, de les avoir aussi préparés et de les avoir affûtés pour le salon, vos campagnes d'emailing, etc., etc. Pendant les éléments qui sont liés au salon. Qu'est-ce que vous allez commander? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous avez des écrans, du display? Est-ce que vous avez quelque chose de particulier que vous voulez montrer? Un nouveau produit, un prototype? Voilà, tout ça encore, il faut le préparer. Et puis après le salon, qu'est-ce que vont faire vos commerciaux et peut-être aussi votre marketing? Est-ce qu'ils vont lancer une campagne d'appel? Est-ce qu'ils vont recréer un autre événement pour inviter les gens que vous auriez rencontrés, par exemple, sur le salon? Tout ça, ça se prépare en amont parce que quand vous serez le nez sur le guidon, comme au Tour de France, vous allez être dépassé par la quantité et la qualité de gens qui vont arriver si vous ne vous êtes pas préparé à ça. Donc, je vous laisse encore
petites minutes là-dessus, et puis on passe à la suite. Donc, qu'est-ce qu'il faut que le marketing prépare avant pour le avant-salon, pour le pendant, pour l'après-salon, et pareil pour vos ventes, votre département commercial, qu'est-ce qu'il faut qu'ils aient préparé avant, pendant et après? Je crois qu'il y a 2 questions dans le chat que je vais aller regarder en attendant. OK. Alors, je vous propose qu'on avance maintenant que vous avez préparé ça. On va regarder maintenant les pièges à éviter. Alors, les pièges, le premier piège à éviter, on a vu que ce que vous voulez, c'est nouer des conversations, engager des conversations qui vont permettre de transformer l'essai et de transformer un simple visiteur en un futur client. Le premier piège à éviter, c'est de vous barricader derrière votre stand, de vous mettre à l'abri derrière des pupitres, derrière des meubles. Si en français on utilise le mot salon, c'est qu'on voudrait pouvoir y être confortable, et donc il faut que vous pensiez non pas à votre confort à vous, mais au confort de vos visiteurs. Là, j'ai bloqué les visages là-dessus, mais si vous êtes en mode passif à attendre qu'on vienne vous voir, dites-vous que pour un visiteur qui a des centaines, voire des milliers d'exposants disponibles devant lui, il ira, c'est pas à lui d'aller faire l'effort d'aller vers vous, parce qu'il a des milliers d'efforts à faire. C'est à vous de faire l'effort d'aller vers lui, et donc de faire attention de ne pas vous retrouver, de ne pas bloquer avec votre stand pour vous retrouver. Alors là, pour le coup, ils sont dynamiques et ils sont actifs, mais le stand est tellement saturé que finalement, le rendez-vous a lieu dans le couloir, si vous voulez, qui finit par être dérangeant. Vous avez une dame qui essaye de passer à côté. Ce n'est pas une des situations les plus agréables pour nouer des conversations et nouer des affaires. Donc, pensez bien à aménager votre stand en fonction. Alors là, vous en avez un, pour le coup, j'ai eu l'autorisation de les utiliser parce que je leur faisais des compliments sur leur salon, sur un salon sur lequel j'étais. Vous voyez, d'aménager l'espace, finalement, ça crée, on a l'impression que c'est vide, mais en fait, ça va se remplir d'êtres humains plutôt que de se remplir de meubles et de mobilier. Pareil là, un salon il y a la semaine dernière, pour le coup à Paris, où vous aviez un stand qui était finalement, vous voyez, tout le monde est debout, il n'y a pas de... et en fait, c'est beaucoup plus facile d'accueillir ce monde-là sur le stand. Là, pareil, sur un autre salon à Paris d'un exposant canadien, vous voyez que c'est dégagé. Pensez, j'allais dire, design nordique quand vous créez votre stand, plutôt que de le saturer façon rococo en mettant du meuble partout. L'idée, c'est que vous soyez ouvert à l'accueil du public. Là, pareil, vous voyez, les stands peuvent être... Il n'y a pas besoin de mettre énormément euh, de mobilier pour attirer du monde. Au contraire, ce qu'ils veulent, c'est vous parler à vous et pas parler à votre mobilier. Alors, on a vu que les objectifs, on a vu ça ensemble, les moyens, notamment votre stand. On va regarder maintenant les compétences de vos équipes, les compétences à avoir dans vos équipes, et puis l'organisation de cette équipe, comment est-ce qu'on peut l'affûter. Vous allez avoir 4 types de profils. Et il va falloir, pardon, vous allez avoir 5 types de profils et en fait 4 à ne pas choisir plutôt. Donc là, on va regarder les 4 à ne pas choisir. Donc, vous posez la question avec vos collègues. Est-ce que vous avez des collègues qui vont attendre, qui vont être plutôt passifs? Alors, on regardera qu'être introverti, c'est pas toujours un mal sur les salons, mais attention à ne pas être complètement au bout du spectre de l'introversion et à se cacher derrière son stand, en étant aussi parfois peut-être trop lent, trop long à engager des conversations ou trop peu de conversations ou à attendre qu'on vienne vous chercher là-dessus. Donc attention à ne pas être une tortue. Attention de l'autre côté, pareil, si vous attendez qu'on vienne vous chercher, à pas non plus être trop piquant, trop peut-être agressif dans vos réponses ou dans votre façon d'échanger, parce que là, pareil, ça va être un repoussoir. Un autre repoussoir que vous allez avoir, c'est d'engager des conversations. Donc, vous allez avoir quelqu'un qui adore parler, votre super expert qui va adorer parler, qui va aller saisir quelqu'un dans l'allée et puis qui va lui parler pendant 2 heures du nouveau produit, du nouveau design, de toute la recherche et développement qui a été fait derrière. Ça n'est pas le lieu, ça n'est pas l'endroit ni le moment pour avoir des conversations qui durent 2 heures sur un salon. Soyez respectueux de votre temps, parce que vous avez payé pour être là et donc vous avez un temps imparti, mais respectueux aussi du temps du visiteur qui lui aussi a peut-être du monde à voir
et qui n'a pas forcément envie d'être retenu pendant 2 heures sur un stand pour qu'on lui explique depuis quelle année l'entreprise a été créée, qui a été le premier propriétaire, le deuxième, qui sont les nouveaux, qui sont les sorties, etc. Donc, attention à ne pas vous transformer en koala. Et puis, attention aussi à ne pas faire le lièvre, c'est-à-dire à ne pas vous retrouver à sauter sur tout ce qui bouge, à dire bonjour, comment vous allez? Je vous parle très vite. Allez, vous connaissez notre produit, ta, 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 et y aller comme une mitraillette. Vous allez aussi avoir un effet qui va repousser les visiteurs en se disant oh là là, il parle que lui, il y en a que pour lui, il va trop vite, il est trop rapide, et puis il se fiche un peu de moi parce que dès qu'il a fini avec moi, il passe au suivant. Donc, il va falloir avoir du doigté, il va falloir avoir du tact là-dessus, et donc de trouver des personnalités dans votre équipe qui n'ont pas ces défauts-là et qui vont se trouver quelque part au milieu, qui vont être capables d'engager des conversations et d'être efficaces, d'être suffisamment rapide pour être efficace, mais pas trop rapide pour être désagréable non plus, pour ne pas être désagréable. Je vais vous montrer quelques exemples là. Donc là, on est à Montréal et là, vous allez voir, alors c'est une vidéo, mais donc on passe en slow motion là-dessus, d'avoir ce monsieur en orange qui va passer dans le stand. Et là, vous voyez qu'on lui jette un regard, l'équipe qui était occupée en pleine discussion, on lui jette un regard et puis finalement, bon, bah, c'est pas la peine, on est occupé à discuter, hop, la personne va avancer et c'est terminé. Il vient de sortir de votre stand. La demi-seconde que vous aviez pour le saisir, elle vient de s'échapper et il vient de vous échapper. Quand on est sur des salons à grand volume, quand on a beaucoup de visiteurs et qu'on a beaucoup de halls d'exposition, c'est d'autant plus difficile que quand la personne passe devant votre stand, il y a peu de probabilité qu'elle repasse à nouveau si le salon est très grand et qu'il y a énormément de stands, énormément de halls à aller voir. Donc, soyez disposés, rendez vos équipes disponibles pour engager les conversations. Là, je vous montre un autre salon, on est au Luxembourg. Vous avez cette dame en rouge qui est venue devant ce stand-là. Il y a déjà un commercial qui est occupé à droite. Celui de gauche pourrait se rendre disponible, mais va malheureusement pas réagir à temps, va regarder la personne qui est en train de prendre une brochure et qui est en train de la lire. Et au moment où elle s'en va, il commence à se dire ah, il faudrait peut-être que je lui parle. Et là, c'est trop tard à nouveau. Là, on est sur un autre salon à Paris. Alors, vous avez ces messieurs qui se sont abrités du coup derrière leur stand, qui se sont, j'allais presque dire, cachés derrière une porte. Alors, ils vendent des portes. On est sur un salon de l'immobilier. Ils vendent des portes pour les immeubles. Sauf que là, c'est terminé. Là, on est sur un autre salon de la technologie. Là, on est à Paris. Pareil, l'équipe qui est en pleine discussion là, si moi je passe, est-ce que vous pensez que je vais venir dire excusez-moi de vous déranger, est-ce que je vais passer mon chemin et j'irai sur le prochain qui sera disponible. Là, pareil, vous aviez deux exposants côte à côte, une qui est occupée à lire une brochure et un autre qui est engagé dans des conversations. Vous aurez deux expériences différentes, pourtant on est sur le même emplacement, au même endroit, dans le même espace-temps. À nouveau, même salon un peu plus loin, là vous voyez un stand qui est plein et puis quelqu'un qui est venu rédiger ses courriels pendant les journées d'expo, ça n'est ni le lieu ni le moment. Je reviens sur ma photo de départ. Vous voyez que finalement, quand c'est exécuté et préparé correctement, vous allez avoir du monde là où d'autres vont n'avoir personne. Voilà ce que ça a donné sur la journée. Alors, comment on fait pour hameçonner? Comment on fait pour amener du monde qui passe dans l'allée directement jusqu'à son stand? Eh bien, vous allez utiliser tout simplement les bonnes questions. Et c'est tout le travail de vos commerciaux de travailler ces questions-là et de les travailler pour pouvoir faire avancer le rôle de la force de vente. Ça va être de faire avancer vos visiteurs un cran plus loin dans leur cycle d'achat. Là, ce que vous avez à l'écran sont les étapes par lesquelles on passe tous quand on achète quelque chose, que ce soit une voiture, du dentifrice, un ordinateur, peu importe. Il faut d'abord avoir conscience de votre problème. Si je n'ai plus de dentifrice chez moi, au moment où je vide le tube, je vais me dire ah, il faut que j'achète du dentifrice. Et c'est là seulement que je vais passer à la deuxième étape. Je vais chercher de l'information. Où est-ce que je peux acheter du dentifrice à cette heure-là? Je vais comparer. Je vais me rendre peut-être dans mon épicerie, mon supermarché, à la pharmacie. Je vais regarder les différents produits. Puis je vais, en fonction de critères que j'ai en tête, me dire bah, je vais en prendre un, je ne sais pas, pour les dents sensibles. Peu importe. Je vais faire mon choix. Je vais ensuite acheter, je vais attendre d'être livré, je vais utiliser le produit et je vais l'évaluer. Les gens qui passent dans l'allée sont à une de ces étapes-là de leur cycle d'achat
c'est à votre force de vente d'être capable de le déterminer et de le faire avancer un cran plus loin par tout un jeu de questions. Il ne s'agit pas de parler de vous, mais de parler de lui et de ses besoins, de parler du visiteur et de ses besoins, pour regarder, est-ce qu'elle a conscience du problème que nous, on résout? Ah, eh bien, ça tombe bien, elle est venue nous rencontrer sur le salon, maintenant elle en a conscience. On peut lui donner cette information-là. On va l'aider à comparer. On va peut-être l'aider à faire son choix. Peut-être qu'elle a déjà acheté. On va lui demander si elle est satisfaite. Peut-être qu'elle attend une livraison qui ne va pas arriver et que vous allez pouvoir livrer plus rapidement. Et donc, elle a commandé, elle est mécontente, ça n'arrive pas. Vous allez pouvoir la livrer si elle en a besoin pour ses clients. Pareil, si elle utilise un produit et un service, posez-lui la question de savoir est-ce qu'elle en est satisfaite, comment ça se passe. Vous allez peut-être apprendre des choses sur vos concurrents ou sur les produits concurrents qui vont vous aider, vous, dans votre développement produit, dans vos ventes, dans votre marketing. Et puis, si elle évalue sa satisfaction après un usage, ça peut être vos clients à vous, ça peut être le client de quelqu'un d'autre qui sera peut-être pas content et ce sera l'occasion de le signer. Dernière chose avant qu'on passe aux questions et réponses, vous avez une équipe, ménagez-la. Ayez des remplaçants. Prévoyez une équipe peut-être un peu plus grande que ce que vous comptiez amener. Alors, vous n'allez pas toujours avoir des gens qui, comme moi, vont pouvoir venir sur votre stand pour vous aider, mais vous en avez en fait. Euh, Vous avez peut-être votre femme, votre mari, un cousin, votre fils, votre beau-frère, quelqu'un qui connaît votre métier, peut-être quelqu'un de la comptabilité chez vous, des finances, qui en fait est plutôt enjoué, qui va être plutôt extraverti et qui va prendre plaisir à venir sur un salon pour vous aider, pour vous assister, même s'il n'est pas commercial. Il pourra transférer les conversations au commercial. Donc, ayez une équipe, ménagez votre équipe. Quand je dis ménager votre équipe, c'est que comme au football, comme au hockey, vous allez avoir au football aucun joueur ne va jouer 90 minutes, en tout cas pas en grande compétition. On va essayer de le ménager. Au hockey, c'est pareil. Il y a peu de joueurs qui vont faire les 60 minutes du match. Et donc, de bien prévoir ça pour ne pas épuiser votre équipe et vous retrouver au bout de 3 jours complètement épuisé. Et puis mettre 3 jours aussi à récupérer du salon parce que vous n'avez pas ménagé vos efforts. Vous avez peut-être mal mangé, mal dormi. Et attention aux sorties. Ça n'est pas le moment, même si vous allez découvrir, c'est peut-être pour vous la première fois que vous allez aller, je ne sais pas, à Montréal ou sur un autre salon, de vous dire, ah tiens, c'est génial, je vais découvrir la ville ou la vie nocturne de la ville. Gardez-vous peut-être une journée après le salon pour décompenser, pour aller au spa avec votre équipe si vous voulez, mais les discothèques le soir, les restaurants jusqu'à pas d'heure, l'alcool, manger trop, boire trop, ça fait que le lendemain matin, vous allez arriver complètement fatigué et vous serez plus à votre pic de performance. Pareil, il y a des gens qui vont être plutôt euh, introvertis, qui vont avoir besoin pour récupérer, de rentrer dans leur chambre d'hôtel et de dormir pendant 12 heures. Laissez-leur, les obligez pas à venir sortir avec les collègues, etc., si c'est leur besoin. Donc faites attention à vos équipes. On va passer aux questions, si vous voulez bien. Donc profitez du chat pour poser vos questions. J'aimerais rappeler que, on a une section questions-réponses au bas de l'écran. Alors, nous avons déjà quelques questions. Ruben, est-ce que vous voulez que je les pose ou vous y avez accès? Alors, j'y ai accès, j'en ai une. J'ai un premier. Qu'en est-il quand le kiosque est très petit, 5 pieds sur 5? Donc, ça change. Alors, quand le kiosque est très petit, effectivement, vous allez vous retrouver. Il faut l'épurer d'autant plus que vous voulez pouvoir avoir une conversation à l'intérieur de votre kiosque. Peut-être de vous poser la question de savoir s'il n'y a pas un espace alloué pour des rendez-vous par la suite. Je pense que Tony pourra vous répondre répondre à cette question. Effectivement, si vous jouez avec un plus petit kiosque que d'autres, soyez d'autant plus intelligent dans la façon dont vous allez l'aménager pour justement éviter de bloquer l'entrée et de faire un peu guichet de métro. Vous êtes derrière votre comptoir et puis vous attendez qu'on vienne vous parler ou taper au carreau. Deuxième question, quelle serait la présentation idéale si nous avons un produit à faire goûter? Avez-vous un exemple? Merci. Alors, présentation idéale, si vous avez un produit à faire goûter, c'est vraiment à vous d'être créatif là-dessus. Moi, ce que je vous recommanderais, c'est que de sortir un peu peut-être sur le bord de votre kiosque pour engager les visiteurs qui passent et leur proposer de goûter quelque chose. Alors j'ai un exemple que je peux prendre dans la rue. J'avais ça où j'étais à un salon à Lyon il y a quelques mois et puis je suis allé au restaurant le soir après.
pas trop tard, promis. Je voyais en face un vendeur qui est sorti du magasin, qui s'est mis sur le devant de sa boutique et qui proposait, je ne sais plus ce que c'était, du foie gras ou quelque chose comme ça, aux passants. Et puis une fois que la personne avait pris finalement la petite bouchée, la conversation démarre. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimez pas? Ça y est, la personne est arrêtée. Le plus difficile, c'est d'arrêter le visiteur. Une fois que vous l'avez arrêté, c'est votre talent commercial qui va faire la différence là-dessus. Mais plutôt que d'attendre qu'ils viennent passivement, soyez actifs, soyez proactifs dans l'engagement. Voilà ce que je peux vous proposer. Et puis proposez aussi à goûter à vos voisins, à vos collègues autour. Ils pourront peut-être recommander le prochain client qui passe, peut-être qu'ils cherchent ce que vous cherchez. Et si mes clients sont des exposants, quelle est la meilleure approche? OK. Ouais, il faut faire attention Euh, quand même parce que les exposants sont oui. là pour vendre. Ils sont peut-être pas votre cible, ils sont peut-être votre cible, mais pas nécessairement vous êtes. Vous Ouais. n'êtes pas nécessairement leur cible. Alors, vous faites très attention. Il y a aussi une politique de ne pas vendre si vous n'êtes pas un exposant. On Ouais. appelle ça du Alors, suitcasing. on appelle ça, pardon, j'ai pas entendu, Tony. On appelle ça du suitcasing. Mhm. Oui, vous venez avec votre suitcase et puis vous vendez votre salade. Effectivement, je confirme là-dessus avec Tony. Moi, c'est quelque chose que je recommande pas aux exposants conformes en disant, si vous allez sur un salon, vous payez votre kiosque, vous êtes là en tant qu'exposant. En tant qu'exposant, vous aurez des moments où vous pourrez discuter entre vous. Déjà, le montage, le démontage, c'est toujours des moments où on peut réseauter. Il y a des moments de réseautage entre exposants qui sont prévus pour ça. Et puis, c'est pas la même chose quand vous vous adressez à un autre exposant en tant qu'exposant, en disant, bah, tiens, on est confrères, on est collègues, nous, venez nous voir là. C'est une autre démarche que de venir au moment où quelqu'un a payé, vous allez payer, vous payez pour être là, et vous avez quelqu'un qui vient vous démarcher. C'est désagréable. C'est des gens qui viennent vous prendre du temps et ce temps-là, il est précieux pour vos affaires à vous. On est vraiment dans une rencontre entre l'offre et la demande et pas entre de l'offre et de l'offre, si vous voulez. Voilà, je ne sais pas si ça peut répondre, si ça répond à votre question. Désolé si ça déçoit, mais moi, je le déconseille. Euh, Sachant qu'on est alimentaire, je passe à la question d'après, sachant qu'on est alimentaire et que nos produits sont des produits très visuels, ne devrait-on pas les mettre en avant et donc bloquer l'entrée? Ok. Alors, c'est si vous les mettez en avant et que vous bloquez l'entrée, ce que vous allez avoir, c'est quelqu'un qui va passer dans l'allée, qui va regarder votre produit, et s'il n'y a personne pour l'arrêter, quelle va être la chance qu'il s'arrête de lui-même en sachant que dans un hall d'exposition, regardez bien un hall d'exposition, vous rentrez, vous avez des centaines, si ce n'est pas des milliers de messages marketing, des écrans par ici, par là, des produits par ici, par là, vous ne savez plus où donner de la tête. Si vous laissez seul le visiteur faire son choix. Il y a ce qu'on appelle, c'est un biais cognitif, le paradoxe du choix. Il y a un très bon livre qui s'appelle Le paradoxe du choix. Plus vous avez de choix, plus c'est difficile de choisir. Mais c'est là que votre force de vente a un rôle actif. Et donc, il faut absolument, même si vous avez du display, vous avez de l'écran devant, que vous ayez une présence humaine à côté pour nouer le lien, nouer la discussion. Vous pouvez vous en servir en disant, moi, je m'en sers souvent, je fais la blague comme ça pour arrêter les gens, c'est quelques astuces là-dessus. Marche très bien l'humour. Je fais préparer des messages un peu provocants au niveau marketing. Et puis quand la personne passe, je dis, alors, vous aussi, ça vous choque? Ah ouais, moi aussi, ça m'a choqué quand on l'a préparé, vous en pensez quoi? Et puis ça y est, la personne est arrêtée. On a commencé la discussion. Donc, servez-vous des éléments sur le stand comme point commun, comme quelque chose de commun que vous avez pour discuter, de la même façon que vous pourriez discuter avec un inconnu dans la rue, dans une file d'attente, dans le métro, dans les transports, parce que il arrive quelque chose, il y a quelque chose en commun, une nouvelle, tiens, qu'est-ce que vous avez vu, tiens, qu'est-ce qu'ils ont annoncé. Euh, Vous avez souvent ça, remarquez-le, quand vous prenez l'avion, plus facile de nouer la conversation avec un inconnu assis à côté de nous parce qu'on partage la même destination. On vient d'un même endroit et on va dans un autre, on a des points en commun. Donc servez-vous des éléments de votre stand pour créer ce qu'on va appeler de la connivence, mais pas laisser simplement seul un visiteur avec l'embarras du choix. Il va lui rester que l'embarras à la fin. Question d'après, comment réduire la fatigue de l'équipe? Alors, moi, ce que je peux vous recommander, si vous pouvez vous le permettre, c'est d'avoir une équipe plus large que celle que vous vouliez amener au salon, c'est-à-dire d'avoir des remplaçants et de faire tourner les équipes. D'en avoir un qui va démarrer le matin, par exemple, à 9 h jusqu'à 15-16 h, puis hop, il va aller à la piscine ou au spa, il va aller se reposer pour qu'il soit disponible le lendemain. Et puis un autre qui va arriver peut-être
à 11 h le matin et qui va rester jusqu'à 18 h, jusqu'à la fermeture. Et comme ça, vous allez pouvoir, notamment les heures de déjeuner sur le midi, de ne pas avoir un stand vide. Parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui arrive, qui cherche à vous parler et puis personne n'est là. Imaginez un magasin en ville qui soit vide sur l'heure du midi où les gens font leurs courses. C'est pas bon pour les affaires. Donc, voilà ce que vous pouvez faire, d'arriver, si vous avez des questions de décalage horaire, d'essayer d'arriver une journée avant, de ménager l'équipe, pas trop de rendez-vous, pas trop de réunions, ni après, de vraiment trouver un bon hôtel avec un bon sommier. Alors moi, j'ai un petit secret, j'ai un massage gun, un pistolet à massage là. Donc le soir, je me le repasse sur les pieds, notamment parce qu'on est debout toute la journée. Voilà un conseil que je peux vous donner, vraiment de faire attention aussi à ce que vous mangez et ce que vous buvez. Attention sur l'alcool, le café, etc. Finalement, ça fatigue. Je prends la dernière question sur la liste. Pour 7 co-exposants sur 400 pieds carrés, comment faire la disposition des comptoirs, des suggestions d'aménagement? Alors, Tayana, ça va dépendre de votre 400 pieds carrés, oui, effectivement. Alors, moi, ce que je suggère toujours, c'est que la première ligne euh, d'un kiosque, d'un stand, c'est l'être humain, c'est vos équipes. C'est le bonjour, c'est la salutation, c'est la petite blague dans l'allée. C'est vraiment d'avoir envie. La personne ne va pas. C'est au-delà des produits et des services, c'est avec vous qu'elle veut faire affaire. Et donc, c'est vos équipes qu'elle doit avoir en premier. Et donc, pour moi, la première ligne, c'est vos équipes. Les pupitres arrivent après, ils vont permettre de rentrer comme dans un salon, d'inviter à l'intérieur dans votre intérieur, d'inviter quelqu'un, un peu comme si on était, alors ça va être très féodal à la française, vous m'excuserez là-dessus, hein, on a les vieilles mœurs qui ne meurent pas là-dessus. Vous êtes accueilli à la cour du roi, vous avez quelqu'un qui vous amène, qui vous fait rentrer dans le vestibule, qui vous annonce si vous allez, on est encore comme ça de ce côté, je ne sais pas pourquoi, mais c'est dingue, euh, de vous amener j'allais dire jusqu'au sein des saints, de vous amener à l'intérieur. Donc, composer votre stand là-dessus, ça permet aussi de filtrer et d'avoir des différents niveaux de relations qui vont se créer au fil de l'entrée dans votre stand. Voilà ce que je peux vous proposer. Et attention du coup à vos messages, qu'ils apparaissent bien de loin au-dessus de la tête de vos équipes. Parce que souvent, on trouve des messages marketing qui sont au niveau du corps. Et puis finalement, quand vous êtes devant ou les kiosques qui les cachent, la personne ne voit pas. C'est pour ça qu'elle va vous poser la question. Et vous faites quoi? Parce qu'elle n'arrive pas à comprendre ce que vous faites. Attention à votre marketing aussi là-dessus. S'il n'y a plus de questions, je propose qu'on... Sylvie? Oui, effectivement, un énorme merci. C'était très, très bien expliqué. Ruben, Tony, vous avez fait un travail superbe, alors merci beaucoup. J'en profite pour dire que le deuxième webinaire avec Cial se tiendra le 6 février prochain et s'intitule Adopter une approche stratégique gagnante au Cial Canada. Alors, les inscriptions sont gratuites et je vous invite à aller en ligne maintenant pour vous inscrire. Alors, ce sera la deuxième partie. J'en profite aussi pour vous mentionner qu'on a plusieurs autres événements CETAC. Alors, allez voir le cetac.com pour rester à l'affût. Et finalement, je vous rappelle que les liens pour le webinaire d'aujourd'hui ainsi que la présentation PDF vous seront envoyés cet après-midi. Alors, encore une fois, merci, messieurs. C'était très, très, très intéressant. Merci pour votre temps, puis bonne fin de journée à tous. Merci à vous beaucoup. tous. Voilà, vous Et avez les liens vers Tony ou moi si vous avez des questions. C'est nos liens LinkedIn sur les QR codes. Puis exactement. avec plaisir. Sylvie, Merci merci à beaucoup. tous. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne Bonne journée. journée. Au revoir.